Un abonné de la chaîne, que je prénommerai Robert, qui se trouve être diabétique, m'a fait parvenir un échantillon encore non utilisé de capteurs de glycémie électronique jetables qu'il utilise quotidiennement et qui a une durée de vie de 14 jours. Il en utilise donc au minimum 25 par an, et pour en avoir discuté brièvement avec lui, il a pu m'expliquer que cette technologie a permis d'améliorer tellement le suivi et la gestion au quotidien de son diabète qu'il voit mal comment il pourrait aujourd'hui s'en passer. Je rappelle qu'on parle là d'une maladie chronique très contraignante parce qu'il faut mesurer son taux de glucose dans le sang entre 3 à 6 fois par jour pour savoir s'il faut pratiquer une injection d'insuline en cas de carence. Et bien évidemment, pour que ce capteur soit efficace dans ces mesures, il doit rester planté en permanence dans le bras, et il y a deux façons de l'exploiter, soit à partir d'un lecteur spécifique qui ressemble à ça, soit à partir d'un smartphone et d'une application dédiée. Alors, vous vous doutez bien que Robert ne m'a pas envoyé son lecteur qui coûte environ une soixantaine d'euros, mais dans la mesure où je vais essayer de le tester, oui alors, pas sur moi, hein, bien évidemment, je vais pas me planter un truc dans le bras juste pour vous faire plaisir. Il n'y a pas écrit cobaye non plus. Hein. Ah non, je vais bricoler un truc pour le réceptionner et le mettre au contact d'un liquide plus ou moins sucré, et j'utiliserai alors l'application Android. Et d'ailleurs, l'échange de données entre le capteur et le smartphone ou le lecteur se fait par communication en champ proche, que vous connaissez aussi sans doute sous l'abréviation NFC, c'est-à-dire communication sans fil de courte portée, donc une dizaine de centimètres maximum et à haute fréquence. Ce qui m'a un peu surpris, c'est son prix de vente, 60 € pièce en pharmacie. Bon, Robert m'a précisé que en cas d'affectation longue durée, c'est intégralement pris en charge par la sécurité sociale française. Mais quand même, 60 €. Si on en croit donc notre abonné, ce système améliore drastiquement sa qualité de vie, ce qui n'est pas rien, mais il n'en reste pas moins que c'est un produit que les patients doivent jeter au bout de 14 jours avec l'électronique ainsi que la pile qu'il contient. Et ça n'est pas sans rappeler les tests de grossesse électronique jetables et leur aberration écologique. Je vous mets la vidéo juste en suggestion là. Bien que dans le cas de ces capteurs de glycémie, on peut comprendre assez facilement en quoi ça améliore la vie du patient et la gestion au quotidien de son diabète. Donc au programme dans ce qui suit, on va découvrir en détail ce capteur de glycémie et comment on s'en sert, puis je ferai un peu d'ingénierie inverse pour comprendre quel est son principe de fonctionnement, quels sont les composants qu'il contient, et à la fin, en conclusion, je ferai un petit bilan. Le kit se compose d'un pack de capteurs à droite, de son applicateur à gauche et de lingettes imprégnées d'alcool. La notice illustrée est assez claire pour éviter toute erreur de manipulation, et bien entendu, toutes les instructions sont écrites en français. Dans l'applicateur se trouve déjà la membrane ronde du capteur qui se collera au bras, mais il n'y a pas encore l'aiguille. Vous voyez en gros-plan l'emplacement encore vide où va venir se loger le module contenant l'aiguille. Et ce module est précisément dans ce récipient stérilisé qui vient s'emboîter dans l'applicateur pour transférer l'aiguille dans le logement vide que vous avez vu il y a quelques secondes. Vous le voyez là en gros plan, dans la phase de décortiquage en seconde partie de la vidéo, je détaillerai tous ces composants. Je procède maintenant au transfert de l'aiguille dans le corps du capteur en emboîtant l'applicateur dans le pack. Voilà qui est fait, et vous voyez en très gros plan à quoi ressemble l'aiguille. Vous pouvez constater qu'elle est faite de plusieurs parties, son corps est creux et contient une lamelle, tout ça ne mesure que quelques dixièmes de millimètre. Pour réceptionner notre capteur et son aiguille, je vais utiliser cette petite brique vide qui contenait jadis de la crème entière. J'y planterai le capteur ici et je la remplirai d'eau sucrée à une température entre 36 et 37 degrés Celsius, histoire de simuler la température d'un corps humain. Voilà, le capteur est fixé. Il faut être conscient que le patient fait cette opération à l'arrière de son bras toutes les 2 semaines en moyenne. Je veux vérifier avec ma caméra endoscopique que l'aiguille traverse bien la paroi de la brique. En effet, on peut l'apercevoir dans ce petit cercle blanc. Ce verre contient de l'eau plate à une température de 38 degrés, mais je n'y ai pas encore rajouté de sucre. Alors, je vous le dis en toute sincérité, je doute fort que cette expérimentation donne des résultats. À mon avis, des mesures vont être complètement incohérentes pour le capteur et il considérera qu'il y a un problème. Et ça serait tout à fait logique. D'ailleurs, voici une illustration de la profondeur à laquelle l'aiguille est enfoncée dans la peau, et on voit bien que le capteur de glycémie mesure le glucose dans le liquide interstitiel, contrairement à une mesure par glycémie capillaire qui s'effectue dans le sang et qui n'utilise pas le même procédé. Voilà, j'ai transféré l'eau sucrée dans la brique et sa surface ne fait plus ressortir que 34 degrés Celsius, mais l'eau est bien à 37. On va pouvoir maintenant faire une mesure avec l'application Android.
Bon voilà, on est fixé, le capteur n'est pas du tout défectueux, c'est simplement qu'il n'est pas planté dans une peau humaine, donc il fallait s'attendre à ce genre d'erreur. Le fait de le scanner une seconde fois ne donnera rien de plus, on va dire que c'était juste pour le fun. Bon allez, assez joué, il est maintenant temps de voir en détail de quoi il est constitué et de comprendre son principe de fonctionnement. Et il n'y a pas 50 façons de l'ouvrir étant donné qu'il est collé par ultrasons au niveau des bords et du centre pour être étanche. Il faut juste que je fasse attention de ne pas découper trop en profondeur, et bien entendu, j'ai retiré l'aiguille juste avant. Voilà, et en fait le circuit électronique est plaqué contre la partie supérieure du boîtier, on ne le distingue même pas à travers l'ouverture que j'ai faite sur sa circonférence. Donc là j'ai forcément besoin d'une petite pince pour séparer les deux parties en plastique. Eh bien pour le coup, il n'y a vraiment pas grand chose comme composant électronique, l'ingénierie inverse ne devrait pas me prendre trop de temps. On s'attardera aussi juste après sur cet élément clé qui retenait l'aiguille et qui contient les trois membranes qui sont au contact du circuit imprimé du capteur. Mais pour l'heure, on commence par l'électronique et on peut remarquer que les composants ne sont peuplés que sur une seule face, ce qui est assez logique pour que l'autre face reste à plat au fond du boîtier. On dénombre 16 points de test que j'ai marqués ici en blanc et l'antenne NFC aussi détourée en blanc est directement intégrée à la platine grâce à ces pistes de cuivre circulaires concentriques. Petit détail au passage, c'est la version B de cette platine qui a donc dû subir quelques améliorations depuis la version A. Un rapide coup d'œil sur sa tranche et pour ce qui est des couches de cuivre intermédiaire, il n'y en a aucune, c'est donc une classique platine double face. Alors je vous montre là les 5 éléments qui composent l'essentiel du capteur, à savoir le processeur, l'antenne NFC, la pile oxyde d'argent, la sonde de température et l'emplacement de la sonde de glycémie dont les éléments propres sont sur l'autre partie du boîtier. Pour le reste des composants, ce sont que des simples condensateurs de découplage, ils n'ont pas d'autre rôle. Et le cœur de tout le système est ce microcontrôleur transpondeur RF430 conçu par Texas Instruments et malgré la minuscule taille de son boîtier QFP qui ne fait que 4 mm sur 4, il est suréquipé, consomme très peu de courant et se retrouve souvent dans des capteurs pour des applications médicales. Il est basé sur une architecture RISC 16 bits avec un transpondeur de 13,56 MHz et dispose de 4 kilo de mémoire SRAM, de 8 kilo de ROM pour y stocker son logiciel, d'un convertisseur analogique digital de 14 bits et j'en passe. Et si les fabricants de ce capteur l'ont choisi, ça n'est pas un hasard, Texas Instruments a déjà tout prévu pour concevoir ses propres capteurs NFC à partir de ce circuit intégré unique. Ils fournissent une petite plateforme de développement autonome qui peut être utilisée pour évaluer les caractéristiques de capteurs transpondeurs fait maison. Et c'est d'ailleurs du matériel tout à fait abordable puisque ça n'est vendu que 21 € à l'unité. Alors avant de faire un peu de reverse engineering autour de ce microcontrôleur, voyons les 4 autres éléments autour de lui. Commençons par la pile, c'est une pile bouton oxyde d'argent classique de type SR626SW qui délivre une tension de 1,55 volts. Le capteur de température que l'on voit ici est une sonde à résistance de platine qui est basée sur la propriété physique selon laquelle la résistance électrique du platine varie selon sa température, et c'est dans ce cercle blanc que se trouve la petite pièce de platine en question. Pour connaître la température du patient, le microcontrôleur devra donc mesurer la résistance de cette sonde et calculer l'équivalence en degrés Celsius. Nous avons ensuite l'antenne NFC qui a été logiquement placée de façon circulaire tout autour du circuit imprimé et sur ses deux faces de telle façon à former une boucle, et en guise de conducteur, on se sert ici de pistes de cuivre gravées dans la platine. Et enfin, ce que j'appellerai la sonde de glycémie qui vient se loger à cet emplacement précis et dont ces trois membranes conductrices de courant sont en contact avec ces trois vias. Membrane d'activation, de signal analogique et de test. Pour le moment, vous ne voyez forcément pas à quoi je fais référence, mais vous allez le comprendre dans un instant. Mais pour ça, il faut auparavant décortiquer l'autre partie du capteur, puisque c'est là que se trouve cette sonde de glycémie. Voici en gros plan l'endroit où était logée l'aiguille et qui est en contact tout au fond de cet emplacement avec une sorte de nappe flexible contenant un matériau conducteur. Et ces trois boules noires sont les membranes en question qui sont elles aussi en contact avec cette même nappe flexible qui se trouve donc en dessous d'elle. Et pour tenter de comprendre à quoi on a affaire, il faut d'abord que j'extrais cette nappe, on la voit apparaître ici. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette figure me fait penser à quelqu'un qui nage le crawl. Donc comme vous pouvez le voir, les trois membranes noires sont insérées dans cette pièce en caoutchouc transparent que je peine à retirer, et visiblement, il y a une autre partie logée derrière la nappe. Bon, c'était un peu plus compliqué que ce que je pensais pour retirer la nappe sans la déchirer, mais au final, j'y suis parvenu. On passe à la loupe binoculaire pour un meilleur grossissement et plus de détails. Alors, je ne sais pas de quel matériau est fait ce connecteur, mais ce que je peux confirmer, c'est que ça conduit le courant. Ces pastilles ne sont pas reliées entre elles, ce sont trois couches distinctes, donc trois terminaisons différentes en contact avec l'aiguille. Je vais essayer de récupérer une de ces membranes pour l'observer aussi à la loupe binoculaire. Alors j'ai l'impression que c'est fait du même matériau que les pistes de la nappe, ce qui serait somme toute assez logique, et vous pouvez voir sa taille, on est à l'échelle millimétrique.
Et donc quand on superpose ce connecteur avec le circuit imprimé pour le positionner comme il est dans la sonde de glycémie, ça donne ceci. Alors j'ai fait un peu d'ingénierie inverse pour comprendre comment tout ça était organisé autour du microcontrôleur et voilà ce que ça nous donne. Les informations de brochage fournies par le datasheet se résument à ça. Alors je suis conscient que ça ne va sans doute pas parler à beaucoup d'entre vous, mais c'est un passage obligé pour étudier son fonctionnement. J'ai retracé toutes les pistes du circuit, ce qui m'a permis de reproduire un schéma électrique, et je vais vous en donner là une version simplifiée dans laquelle j'ai par exemple retiré tous les condensateurs de découplage pour ne pas alourdir sa lisibilité. L'antenne est rattachée aux broches 1 et 2, le positif de la pile de 1,55 V est rattaché aux broches 4 et 9, tandis que les broches 3, 7 et 24 sont reliées à la masse. Il y a 5 broches qui sont directement considérées comme des points de test, ce sont les broches 20 à 23 ainsi que la 8. 3 paires de broches sont reliées entre elles pour former une boucle, il s'agit des 5 et 6, des 12 et 14 et des 15 et 17. La sonde de température est reliée aux broches 11, 18 et 19. Et enfin, la sonde de glycémie est-elle reliée aux 3 dernières, c'est-à-dire 10, 13 et 16. Si on en croit le datasheet du constructeur de ce microcontrôleur, il est conseillé de relier la broche 16 à la masse, or elle fait ici partie du circuit formé avec la sonde de glycémie. Cette broche n'est d'ailleurs pas détaillée dans le document, donc je ne vois pas pourquoi il est pertinent qu'elle soit reliée à l'aiguille. Selon mon analyse, pour mesurer le taux de glucose, le microcontrôleur envoie un courant électrique infime contenant un signal spécifique par sa broche 10 à travers la partie externe de l'aiguille. Ce courant circule dans le liquide interstitiel jusqu'à revenir par la partie interne de l'aiguille qui est reliée à la broche 13 du microcontrôleur, cette broche étant l'entrée du convertisseur analogique vers numérique. C'est l'analyse de ce signal en retour qui permettra de déterminer ce taux, selon des critères qui ne sont évidemment pas connus. Et je suppose que cette opération doit s'exécuter de nombreuses fois par seconde pour obtenir un certain niveau de précision dans les mesures. Et depuis octobre 2020, il existe une mise à jour de ce capteur, une sorte de version 2 si vous préférez. D'ailleurs, il s'appelle Freestyle Libre 2, avec un module Bluetooth intégré qui permet au microcontrôleur d'envoyer des notifications au smartphone ou au lecteur en cas d'alerte si le taux de glucose mesuré est trop important, et ça c'est plutôt une bonne idée. Et en fait c'est ce capteur là qui est vendu 60 €, celui que je viens de décortiquer et qui n'a pas de module Bluetooth, c'est la version 1 et lui il est vendu 45 €. On a quand même un écart de 15 €, ce qui n'est pas rien, surtout quand on sait qu'on peut trouver, par exemple pour rester chez Texas Instruments, des solutions Bluetooth de type CC2541 pour à peine 2 € l'unité. Je suppose que vous avez appris pas mal de choses sur ces capteurs de glycémie en continu. C'est vrai que c'est quand même un moyen assez fiable pour assister le patient dans la gestion quotidienne de son diabète et la rendre moins contraignante, même s'il faut quand même accepter de vivre 24 heures sur 24 avec un petit boîtier rond planté dans le bras. Il y a juste 2 petits points qui me font un peu tiquer. Le premier, c'est son prix, que je trouve anormalement élevé. Mais là, on est typiquement dans un modèle économique où c'est encore une fois le consommable qui permet aux fabricants de se remplir les poches. Et qu'on le veuille ou non, ce capteur reste inconsommable. Le second point, c'est le déchet électronique qu'il peut représenter. Même si, il faut l'avouer, il est moindre comparé par exemple à un test de grossesse électronique jetable. Pour rester efficace, la durée de vie d'un capteur est donnée pour 14 jours et ensuite le patient doit le jeter. Alors vous l'avez vu, à l'intérieur il n'y a pas énormément d'électronique, mais il y a quand même une pile oxyde d'argent qu'on est censé recycler. Cela étant dit, étant donné que ces capteurs ne sont pas faits pour être ouverts parce qu'ils sont étanches, personne ne le fait et ça part à la poubelle avec. Voilà qui conclut cette dernière vidéo de l'année, j'espère qu'elle vous aura encore une fois intéressé. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je ferai en sorte pour que les suivantes soient d'aussi bonne qualité. Si vous êtes utilisateur de ce type de capteur et que vous voulez partager votre expérience avec les autres, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je suis persuadé que ça intéressera des gens. Moi je vous donne rendez-vous l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques jours, pour traiter d'un autre sujet. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!